Intervention, monsieur le rapporteur, je vous laisse la parole. Merci, chers collègues, pour vos questions et pour l'intérêt que vous portez, je crois, effectivement, à ce domaine essentiel pour l'avenir de la France. Notre collègue Di Filippo, sur la question du financement et évidemment du gap qui reste, bon, vous avez vu que dans le budget de l'année dernière, il y avait une augmentation du budget. Il y a de nouveau une augmentation du budget cette année. En même temps, c'est la contradiction. On doit faire des économies partout en France. Donc, je peux vous dire qu'on va chaque année arriver à effectivement rattraper un petit peu ce retard que nous avons, que vous signalez et que j'ai signalé aussi, notamment par rapport à l'Allemagne, pour, j'espère, atteindre ces 3% par rapport au PIB. Mais chaque chose en son temps, je crois qu'il faut être patient. On part d'une situation qui était assez difficile et je pense qu'il faut effectivement y aller progressivement étant donné le budget global de la France, même si, comme vous, je pense, on a tous le souhait que les chercheurs aient plus de moyens financiers. Sur la question de l'application de la recherche fondamentale et des outils, évidemment, c'est au cœur de la question des SAT et des IRT. Je y ai répondu d'une certaine manière un petit peu avant. Moi, ce que j'ai pu constater en tant qu'ancien universitaire, j'étais président dans les années 2003-2004, c'est vous dire que, par exemple, le travail qui était fait entre les universités, les entreprises d'ailleurs, et les organismes de recherche était un petit peu compliqué sur le terrain. Il y avait un petit peu, je veux dire vulgairement, on se tirait les uns et les autres la bourre. Là, aujourd'hui, on constate que tout le monde a compris qu'il fallait vraiment travailler ensemble, qu'il fallait faire des unités mixtes de recherche, d'où la question d'ailleurs de la question de l'environnement posé par les préciputes est une question extrêmement importante. Mais je crois qu'on y arrive aussi progressivement, effectivement, à rapprocher la recherche fondamentale de la recherche appliquée, tout en sachant qu'il faut absolument les deux éléments. La question sur les PIA que vous posez est aussi une question essentielle. Je dirais que sur la question du rapport à l'étranger, d'abord, la recherche, vous le savez tous, est par nature un processus collaboratif au niveau international. Les chercheurs sont dans des domaines, ils travaillent dans des laboratoires, mais en même temps, la plupart de leurs collaborations, ils l'ont avec les États-Unis, quelquefois avec la Chine, avec la Russie ou avec des laboratoires qui travaillent dans le même domaine. Et la grande question qui se pose, c'est de développer. Alors, je ne vais pas faire un quiz, mais vous savez combien est-ce qu'on a, le CNRS a, d'unités mixtes de recherche internationales en France? Il en a une. Il se trouve que je la connais bien puisqu'elle est à Metz. Et c'est un vrai problème aujourd'hui, c'est-à-dire de développer effectivement les unités mixtes de recherche internationales pour effectivement permettre que la recherche avec les laboratoires étrangers se fasse d'une manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficace aussi en termes effectivement de transfert de technologie vers la recherche appliquée. Il se trouve que cette UMR est avec une université qui s'appelle Georgia Tech of Technology et qu'elle travaille sur les lasers et sur ce qu'on appelle l'optoélectronique et qu'elle donne d'ailleurs des applications concrètes en Lorraine et en Franche-Comté, puisqu'elle est mixte avec la Franche-Comté, notre collègue, vers Besançon, vers effectivement l'industrie. Donc c'est un modèle qu'il va falloir effectivement développer. Il y a un certain nombre de difficultés. En même temps, je réponds, si vous voulez, aussi à la question de la valorisation de cette recherche. L'intérêt des SAT est aussi un intérêt très important parce que les SAT sont comme les IRT, mais plus que les IRT encore, très localisés. Et si on arrive à faire ce mixte idéal entre une UMR sur une université avec des organismes de recherche et un SAT qui va travailler avec un environnement industriel, on a aussi la garantie derrière, c'est ce que les SAT nous ont dit, et je crois qu'il faut vraiment aller dans leur sens, que les SAT gardent la propriété intellectuelle des brevets qui sont déposés par les organismes de recherche, ou en tout cas au sein de cet environnement tout à fait fondamental et fructueux. Donc c'est un système un petit peu complexe parce qu'il a plusieurs étages, mais je vous rappelle qu'il faut rapprocher deux mondes qui s'ignoraient largement il y a 20 ou 30 ans, à savoir le monde de l'industrie qui faisait sa propre recherche dans son coin et le monde universitaire qui ne voulait faire qu'une chose, c'est de la recherche fondamentale. Donc les choses
ont un petit peu peut-être du mal à se mettre en place, mais on a tous les ingrédients, comme je le disais tout à l'heure, pour travailler sur cette question. Enfin, je ne sais pas, sur notre collègue du groupe Modem, Monsieur Ballot, c'est ça? Bolo, pardon. Je mal écrit, excusez-moi. Il n'y a pas à proprement parler de questions, mais je pense que vous avez raison de souligner que le CEA est un puissant vecteur de dépôt de brevets, hein, et le CEA Tech derrière, effectivement, est aussi quelque chose qui est essentiel, et que, bah, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un des outils de rapprochement, effectivement, dans un contexte local avec les universités. La question de notre collègue du groupe Agir, bon, je l'avais évoqué, vous l'avez dit vous-même sur l'INRA et l'IRSTEA. Il y a un gap qui est demandé aujourd'hui de 8 millions d'euros pour effectivement la fusion de ces deux organismes. Disons une chose quand même sur l'IRSTEA. D'abord, la fusion a été très très bien préparée. Les deux directeurs l'ont fait avec les équipes de recherche, en les invitant à se regrouper en fonction effectivement à la fois des territoires et aussi des domaines de recherche. Ce qui fait qu'il y a eu par exemple aucune disparition, je dirais, imposée de laboratoires de recherche, ni d'un côté ni de l'autre, surtout du côté de l'IRSTEA qui est plus petit que l'INRA. Et le gap, la tendance qui est lancée sur cette fusion, c'est que l'IRSTEA, qui travaille beaucoup plus sur des problématiques liées à l'eau, pourrait se rapprocher notamment des collectivités locales pour faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, notamment sur la mise en place de la GEMAPI et d'un certain nombre de questions qui sont effectivement centrales pour ces collectivités locales. Et donc trouver, d'une certaine manière, auprès de ces collectivités locales, un certain nombre de ressources, de financement, tout à fait, qui lui permettraient aussi, effectivement, de développer ces laboratoires. Sur l'INSERM, je ne sais pas, on me donne une note. Il y a toujours, effectivement, un petit peu cette tendance de demander à l'INSERM de travailler sur plein de sujets, notamment sur Ebola, par exemple, ce qui avait été le cas du précédent président de la République, qui avait fait des annonces très fortes. Le directeur de l'INSERM, à chaque fois, reçoit ces annonces, mais il a un peu de mal à voir les crédits qui correspondent à ces annonces, qui sont effectivement des annonces très importantes, hein, pour l'avenir de la santé mondiale. Il y a effectivement un certain nombre de budgets qui ont été donnés, mais il reste quand même un petit peu d'argent à trouver pour développer ces choses-là. Et donc tout ça va être étalé dans le temps. En tout cas, c'est ce que nous a dit l'INSERM. Je crois qu'il manque quand même pas mal d'argent. C'est 1 milliard d'euros, c'est ça? C'est le finance sur l'ONDAM. Ah non, ça c'est pour l'ONDAM. Voilà. D'accord, donc j'ai confondu les choses. Non, ça c'est pour l'ONDAM. Se faire financer sur l'ONDAM. D'accord. Donc il y a une recherche effectivement de financement de ce côté-là, mais c'est effectivement un sujet qui a été abordé et qui pose aujourd'hui problème, c'est-à-dire que on leur demande beaucoup de choses et en même temps c'est effectivement un peu compliqué à trouver des financements. Sur les SAT et la question qui était posée sur l'objectif qui était très très ambitieux au SAT au bout de 4-5 ans de trouver leur propre autofinancement. Je crois qu'aujourd'hui, on en est bien revenu. On constate, en tout cas dans les auditions qu'on a menées, que ça sera sans doute pas possible. Donc on est un petit peu en train d'essayer de chercher d'autres manières de continuer à financer, y compris par l'aide publique. C'est SAT qui, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, jouait un rôle très important, notamment dans la conservation des brevets locaux. Ah oui, il y avait la question effectivement de Madame Melchior. Alors sur la question des chiffres peut-être. Les auditions, alors les chiffres ont été quand même au cœur. Hein, on a beaucoup insisté dans l'ensemble de nos, et vous le verrez dans le rapport, elle est partie peut-être. Je la trouve plus, Madame Melchior.
Non, d'accord. Bon, c'est bien dommage. Donc, je lui ferai une réponse circonstanciée. Mais quand même, la question des chiffres est une question centrale. Ce sont des bourses qui lient très fortement l'industrie et les laboratoires de recherche. Elles ont été développées. Elles connaissent un certain nombre, un plafonnement, on peut dire, de leurs utilisations, qui est un petit peu problématique. Et on a beaucoup posé de questions aux organismes de recherche pour savoir, et aux universités, puisqu'on a aussi auditionné la CPU, pour savoir un petit peu, à leur avis, quels étaient les blocages. Le premier blocage à la diffusion est lié à la faible visibilité du dispositif dans les territoires. Donc je crois qu'il faut faire vraiment un effort. Les entreprises qui recrutent des chiffres, par exemple, sont très majoritairement en Île-de-France, ce qui est un vrai problème. Ce sont en plus très souvent des entreprises, nous a-t-on dit, de grosse taille, hein, qui ont l'habitude et donc il faut faire percoler peut-être un peu plus ces questions de chiffres et faire plus de publicité, être plus proactif sur ces questions. Mais ça revient évidemment peut-être au ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur d'essayer effectivement de faire un plan de communication sur ces questions-là, de manière à ce que les petites entreprises notamment, ou les moyennes entreprises puissent effectivement utiliser ce dispositif qui est essentiel évidemment pour leur donner les éléments d'une recherche appliquée dont on parlait tout à l'heure, qui est absolument indispensable au développement des entreprises. Sur la question posée en premier concernant la question de la place de la France au regard effectivement de la recherche internationale. Ce qu'on constate, mais ça ne vous étonnera pas, c'est la montée en puissance extraordinaire de la Chine, des capacités que la Chine a mobilisées grâce à ses fonds souverains dans les laboratoires, avec des stratégies tout à fait particulières et très fortes, notamment sur la question du numérique. Et si on compare évidemment les efforts colossaux consentis par la Chine et qui sont aussi toujours ceux des États-Unis, et qu'on compare la France et l'ensemble des pays européens par rapport à ce développement, on constate évidemment que corrélativement, les publications notamment de l'Inde, de la Corée du Sud, de l'Iran aussi et de la Chine augmentent très, très majoritairement, ce qui renforce l'idée dont je parlais tout à l'heure, que la France ne peut pas rester complètement isolée avec ses laboratoires. Elle doit miser sur une recherche européenne et sur une recherche internationale pour concurrencer évidemment la montée en puissance de ce qu'on appelle ces pays émergents. Alors, ils sont émergents depuis très longtemps, donc ils ont largement émergé maintenant, mais ils continuent effectivement à investir très, très fortement. Et donc, l'accroissement de l'effort de recherche reste aujourd'hui, à notre avis, le meilleur moyen de résister à cette tendance de fond. Donc, on a rappelé dans la réponse à M. Di Filippo que l'Allemagne, effectivement, consacre 3%. Il faut que la France arrive à monter, effectivement, beaucoup plus. Et on a bien l'espoir que chaque année, avec l'augmentation du budget, nous arriverons à avoir un budget plus important. Il y a aussi, je le dirais, sur toutes ces questions, parce que tout se tient, les efforts de regroupement des universités qui font qu'aujourd'hui, dans les classements, notamment le classement de Shanghai, les universités de Strasbourg ou celles de Lorraine qui sont regroupées remontent très fortement. Et donc, il y a une visibilité beaucoup plus grande. Il faudrait peut-être faire en sorte aussi que quelquefois, les chercheurs, lorsqu'ils signent un papier, plutôt que de le signer au nom du CNRS ou au nom de l'INRA, le signent au nom de l'université qui les héberge, de manière effectivement, là aussi, il y a un travail à faire de visibilité, parce que le travail de fond est en train de se faire sur la concentration des moyens des universités avec les organismes de recherche, ce que je disais tout à l'heure sur le travail en commun qui est fait de manière beaucoup plus efficace.